Donc voilà, je vais parler du traitement des langues de France à la BNU de Strasbourg. Je me présente d'abord, Daniel Bornemann, je suis conservateur ici depuis 25 ans et après avoir travaillé aussi un petit peu à Metz, je me suis occupé longuement du patrimoine, c'est-à-dire des collections précieuses, des monnaies, des papyrus, des incunables, des manuscrits, etc., mais qui n'étaient pas forcément tous, les papyrus, c'est pas vraiment alsatique comme domaine, simplement, il y a quand même une énorme présence de l'alsatique dans le patrimoine de la BNU, on s'en doute, c'est un petit peu logique. Et puis depuis 2020, je suis en charge plus spécifiquement du domaine alsatique de la BNU, suite à une réorganisation. Et donc, je vais essayer de centrer le propos non pas sur les Alsatiques en général, mais sur la question des langues. Cela dit, il faut quand même commencer sans doute par quelques rappels sur l'histoire particulière de la BNU, si ce n'est sur l'histoire particulière de l'Alsace, bien que tout le monde en sache évidemment beaucoup, beaucoup. Simplement, il y a quand même des... Alors, je vais essayer de descendre d'une diapositive, voilà. Il y a quand même disons des aspects à rappeler parce que ça facilitera peut-être ensuite la compréhension du tout. Donc c'est une histoire récente que celle de la BNU. La BNU date de 1871. Auparavant, il y avait des tas de bibliothèques à Strasbourg qui se sont succédées, une bibliothèque de la ville depuis 1765, une bibliothèque universitaire depuis l'époque, enfin depuis le Moyen Âge, même s'il n'y avait pas d'université, mais il y avait une école cathédrale qui est ensuite devenue une académie, qui est ensuite devenue un gymnasium, qui enfin est devenu une université en 1621. Donc tout ça avec une bibliothèque ou des bibliothèques. Et puis, soudain, un drame, la guerre franco-prussienne de 1870, qui, après une bataille de Reichshoffen qui tourne mal, aboutit à un siège de Strasbourg, un encerclement de Strasbourg, et puis un bombardement, tout simplement, à l'aide de canons à l'époque, qui visait non seulement les fortifications et les fortins, mais aussi le centre-ville et quelques bombes ont éclaté sur la cathédrale, sur de grands édifices. Visiblement, il n'y avait pas vraiment un gros souci de protection du patrimoine à ce moment-là, ce qui fait qu'en une nuit, toutes les deux grandes bibliothèques de Strasbourg ont péri par le feu. Et on en voit ici une image puisqu'elles étaient réunies dans cette église. C'était une ancienne église dominicaine qui était bourrée de livres du sol au plafond sur plusieurs étages, qui a fini par brûler entièrement. Il restait très très peu de choses, quelques menus collections qui se trouvaient à droite et à gauche, peut-être un petit peu éloignées dans la fac de médecine, dans une annexe de l'université qui se trouvait à un autre endroit. Mais sinon, c'est une catastrophe générale. Donc, à partir de là, il a fallu tout reconstruire. Et c'est un parcours à travers ces 150 années, 154, 53 ans maintenant, qu'on pourrait peut-être vous convier, mais ce serait trop long. Alors, on va tout de suite un petit peu se centrer sur la question alsatique. Déjà, il y a ce mot alsatique qui est spécifique à la région. Alsatia, en latin, c'était l'Alsace. Et alsatique, c'est un mot qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle, l'extrême fin du XVIIIe siècle, inventé par les érudits pour dire le domaine de ce qui concerne l'Alsace. Et c'est un mot qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui, qui est un des domaines d'excellence de la BNU. Voilà. Et évidemment, une grande part de ses collections, en particulier patrimoniales. Alors pour le dire rapidement, pour situer la BNU, donc voici sur cette image ce bâtiment qui date de 1895, qui est tout à fait représentatif de l'architecture enfin, de cette ville un petit peu reconstruite, ou en tout cas très agrandie à l'époque du Deuxième Empire allemand, de Guillaume Ier et de Guillaume II. C'est une bibliothèque qui, au niveau français, a un statut particulier, mais ça aussi, je pense que tous les bibliothécaires que vous êtes le savent. Donc, rien que son nom déjà, Bibliothèque nationale et universitaire.
Oui, bah oui, c'est une bibliothèque nationale universitaire comme il n'y en a qu'une en France. Il y a des établissements qui ont un statut presque assez ressemblant, comme la bibliothèque de l'Institut en particulier, ou que l'on pourrait dire Sainte-Geneviève, mais ce n'est pas tout à fait tout de même pareil. Bref, pourquoi cette appellation, pourquoi cette Unicum? Eh bien, c'est une traduction de ce que vous voyez sur ce petit seau papier qui est en bas de mon image, qui est celui du début de l'époque, enfin, de l'existence de la BNU, où on voit Kaiserliche, qu'est-ce qu'il y a Universität und Landesbibliothek zu Strasbourg. Donc Kaiserliche, ça a été voilà, impérial. Impérial, si on traduit, bon, dans un contexte non impérial, ça devient national. Landes pose un problème parce que c'est bon, l'histoire des Länder, donc des pays qui constituent l'empire allemand, n'a pas non plus d'équivalent, mais on pourrait dire ça ressemble un petit peu à ce qu'en France on appelle les régions. Mais les régions, ça date d'assez récemment, disons. Les régions avaient une existence à l'époque de l'Ancien Régime, puis ensuite il y a eu les départements. Et les départements, ben, c'est pas les régions du tout, et plusieurs départements forment une région, enfin vous connaissez tout ça. Et donc, comment traduire national, régional, du land, de l'université, ça pose pas un problème, pas tellement, disons. Et Strasbourg reste Strasbourg, elle prend maintenant un seul S et un OU à la place du U. Et à part ça, bon, donc c'est en 1923 qu'il a bien fallu donner un statut à cette bibliothèque après 1918 et qu'elle est devenue la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, après avoir été la bibliothèque régionale et universitaire, enfin universitaire et régionale de Strasbourg pendant quelques années. Et donc, que dire encore? Actuellement, cette bibliothèque compte 3,5 millions de documents, donc c'est une grande bibliothèque sur le visage de la France. Elle est plutôt imposante, voilà, et elle est un petit peu, euh, disons, elle se pose des tas de questions sur son statut, bon, parce qu'on a une université à Strasbourg qui a son propre système de bibliothèque. On a une bibliothèque municipale à Strasbourg qui a aussi son activité en lecture publique, mais aussi en érudition, aussi en patrimoine. Et puis, dans tout ça, la BNU au milieu qui trône sur la place de la République, mais qui peut se poser un petit peu quelques questions sur son être, sur son essence. Et bon, elle y répond simplement en disant qu'elle a son public. Nous sommes toujours à peu près archi plein de lecteurs, d'étudiants qui travaillent. Nous sommes une bibliothèque qui est ouverte à tous les publics à partir de l'âge de 16 ans, et sans limite supérieure, évidemment. Nous sommes 100 fonctionnaires, environ 40 contractuels et un volant de moniteurs étudiants qui vient compléter tout ça. Nous sommes chefs de file dans pas mal de domaines. Enfin, nous sommes des collections d'excellence en germanistique, en sciences religieuses. Tout ça, c'est lié à des facteurs historiques, bien sûr. La germanistique, ça peut se comprendre tout seul. Les sciences religieuses, c'est parce qu'il y a un statut particulier en Alsace et en Moselle concernant les études religieuses, ce qui fait qu'il y a une université de sciences religieuses, enfin de théologie protestante et catholique à Strasbourg, d'État, et non pas privée comme c'est le cas ailleurs. Enfin, il y a évidemment bon, il y a d'autres domaines comme l'Europe, mais aussi les Alsatiques, c'est-à-dire le fonds régional finalement. Le fonds régional au sens des anciennes régions. Alors, autour de nous, il y a des tas d'autres bibliothèques. D'abord, il y a d'autres villes, Mulhouse, Colmar, Célestat, Haguenau, autant de villes et villes plus ou moins moyennes qui ont leur propre bibliothèque, qui ont aussi leurs Alsatiques bien souvent. C'est simplement la documentation régionale. Et nous sommes par contre fait labelliser Colex. Ça, c'est dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il y a une labellisation pour les collections d'excellence qui concerne maintenant depuis 2022 la collection des Alsatiques également.
Alors bon, il n'y a pas vraiment de moyens financiers supplémentaires à en attendre. Par contre, c'est une espèce de reconnaissance. C'est surtout une obligation d'ensuite de faire des choses intéressantes, de faire advenir des projets, d'avoir des activités convaincantes, disons, dans le domaine de l'Alsace. Et voilà. Alors, toutes les autres bibliothèques, elles sont riches en alsatique parce que c'est un domaine qui est très couru, non seulement par les lecteurs, mais aussi par les bibliothécaires. On essaie d'avoir une documentation régionale convaincante, sans doute comme dans toutes les régions. Euh, mais il y a quand même un problème qui va peut-être nous occuper un petit peu de temps, c'est la question linguistique qui se pose, je crois, de plus en plus comme une vraie question, un vrai problème, c'est-à-dire une pratique peut-être des langues qui ne sont pas le français directement, que ce soit les langues étrangères au sens général ou les expressions plus dialectales, qui devient quelque part un problème. En Alsace, je vous ai quand même sorti quelques statistiques, mais qui émanent d'un organisme qui est, je dirais peut-être pas militant, quoique, mais plutôt un petit peu, disons, engagé dans la dialectologie, puisque c'est de ça dont on va parler, qui dit que sur enfin, l'Alsace, il y a 1,8 million d'habitants. Voilà. 43% de ces gens se disent locuteurs de l'alsacien ou d'une autre expression dialectale. 43%, c'est pas mal, enfin c'est un chiffre qui date de 2012, mais il faut se dire qu'en 1900, cette même statistique avait abouti à 95%. Alors évidemment, 1900, c'est un tout autre contexte, mais c'était vraiment la langue généralement parlée, enfin partagée par tout le monde, 95%, mais en sachant que ces gens étaient bilingues, voire trilingues, c'est-à-dire que le français était loin d'être absent, connaissance du français est loin d'être absente, même des populations en général. Et l'allemand était évidemment très très présent, langue de l'Église, langue de la petite éducation de l'enfance, langue de l'enseignement pendant très très longtemps également. Voilà. Alors, sur ces statistiques, actuellement, 33%, en plus de ces 43% de locuteurs, hein, donc 43 plus 33%, 33% disent simplement comprendre l'alsacien ou les autres dialectes, parce qu'on y viendra, il y en a plusieurs autres, et 25% en fait ne comprennent pas du tout. Donc c'est le reste ne comprend pas. Alors, et la pratique, ben, c'est une pratique intrafamiliale essentiellement. 96% des personnes qui disent parler, utiliser, disons, l'expression dialectale le font en famille et seuls 48% le font également dans la vie sociale, vie professionnelle. Et dans le contexte familial, c'est généralement avec ses grands-parents surtout que l'on parle euh, le dialecte. Alors voilà, donc là j'ai une carte. À gauche, j'ai mis une carte du Grand Est qui est volontairement assez abstraite. C'est simplement, voilà, c'est un très très grand quart, enfin, disons un quart nord-est de la France qui va des Ardennes jusqu'aux portes du bassin parisien, qui de l'autre côté touche au Rhin, de Bâle jusqu'à Karlsruhe, disons. À droite, c'est un. Bon, je ne vais pas chercher bien loin hein, pour trouver cette carte des disons des différentes sortes de dialectes. Alors, il y a voilà donc ici c'est une carte de la Moselle et des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui maintenant ont fusionné en une collectivité européenne qui s'appelle la CEA, Collectivité européenne d'Alsace. On voit un grand bloc vert qui est la zone où on parle proprement parler l'alsacien, mais vous voyez qu'il y a d'autres marges avec différentes couleurs qui correspondent. Il y a une grande tache bleue très foncée qui est le plat. Bon, c'est une autre sorte
disons, de langue. Alors, on me dira, oui, mais c'est quoi, y a-t-il vraiment des différences? Donc là, je vais un petit peu peut-être rentrer dans des choses, disons, dialectales pour illustrer un petit peu. Reprenons un terme comme le simple verbe regarder en français. Regarder, ça se dit l'œil en alsacien. Encore, il y a toute une gradation entre le sud et le nord, entre le haut et le bas, entre l'est et l'ouest, à la limite, enfin, d'un village à un, oui, mais bon, on est sur l'œil. Et en plate, on a l'ouve. Donc, c'est complètement différent. C'est quand même assez différent. Ça commence quand même par un L. Ça se rapporte avec. Ça se rapproche un petit peu du look anglais. Et par contre, en allemand, il n'y a aucune racine, enfin aucun phonème, aucun mot signifiant à peu près regarder ou même voir, qui commence avec un L. Donc, il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a des tas de manières de dire regarder en allemand, mais vous n'en trouverez pas une seule avec un L. Donc, non seulement on a des différences marquées quand même dans le simple vocabulaire avec l'allemand, parce que ça permettra peut-être de placer ici l'idée que l'alsacien, c'est pas juste une dérivation de l'allemand. De toute façon, l'allemand aussi, il faudrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'allemand? Si on est un petit peu linguiste, on sait qu'il y a plusieurs Allemands qui se sont superposés, juxtaposés, puis que l'un de ces Allemands, celui de la Saxe, a été choisi parce que ben, le meilleur best-seller d'une certaine époque à la Renaissance, eh ben, c'était la traduction par Luther de la Bible. Bon, alors c'est quelque chose qui s'est répandu, c'est devenu un peu l'allemand standard, comme en Italie, l'italien standard était celui des grands auteurs florentins. Auparavant, il y avait donc d'autres manières de parler. Il y a tout un ensemble de pays aujourd'hui qui ont des langues d'origine germanique. Ça va de l'Autriche jusqu'à la Scandinavie, en passant par l'Angleterre. Oui, l'Angleterre. D'ailleurs, le ye ou l'ouve, on le trouve dans look. C'est le L. Pourquoi? Ben parce que tout ça, ben, il y a des rivières et des fleuves. Il y a par exemple le Rhin qui passe qui part des Alpes, qui longe l'Alsace, qui va ensuite vers la Hollande. Et qu'est-ce qu'il y a en face de la Hollande? Ben, il y a la mer, et puis de l'autre côté, il y a l'Angleterre et la mer du Nord. Voilà, tout ça, ça forme un ensemble riche linguistiquement de nombreuses formes d'expression, mais qui ne sont pas, qu'on ne peut pas simplement mettre dans un seul et même sac en disant que bon, il y a l'allemand et puis il y a tout ce qui quelque part est démarqué de l'allemand. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, Là, j'ai pris deux cartes disons, qui font abstraction des frontières, où on voit bon, une espèce de tube digestif central, disons, une espèce de vallée qui est celle du Rhin, vallée moyenne du Rhin, où l'Alsace enfin, occupe juste une toute petite partie de ce tube bleuâtre ou de cette vallée entre voilà, différents massifs. Et ça explique un peu enfin, disons, ça explique, disons, cette fusion qu'on peut voir dans ces nombreux dialectes. Alors, si on repense à la carte du dessus, alors je vais y retourner, il y a aussi d'autres zones. Donc, vous voyez, il y a une petite pointe bleue au nord de l'Alsace, une petite pointe plus vert foncé tout au sud de l'Alsace. Ça correspond à des choses qui ont été appelées de différentes manières par l'érudition. Par exemple, il y a le francique rhénan. Alors, les francs, bon, voilà. Les Francs, bon, ça a donné les Français, entre autres. Mais c'est pourtant un dialecte germanique, puisque c'était une tribu germanique, c'était une tribu, c'était pas autre chose. Et donc, voilà, ils auraient un plus influencé tel endroit. Par contre, la grosse tache verte centrale, bon, c'est ce qu'on appelle le domaine de l'alémanique. Alors, il y a différents alémaniques, bon, mais globalement, c'est un peu la même chose. C'est quoi? C'est la langue des Alamans. Et les Alamans, c'est quoi? C'est Alemannen, c'est tous les hommes. Ça veut dire simplement, c'est une tribu, mais une tribu qui était très généraliste, qui se dénommait elle-même tout simplement, nous sommes tous les hommes, nous sommes les hommes en général. Bon.
Et nous arrivons, voilà, nous arrivons dans ces plaines venant de l'Est, hein, parce que bon, pour ce qui concerne la préhistoire ou l'Antiquité, je ne rentre pas dans les détails, mais ce serait tout aussi intéressant. Et après, il y a aussi d'autres zones qui sont du domaine linguistique des langues de France et qui se trouvent en Alsace. Enfin, en Alsace et en Moselle. Il y a un destin un petit peu lié quand même entre l'Alsace et la Moselle, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est cette bande orange où l'on voit que certaines zones, donc là c'est un autre parler, c'est le parler welsh, on appelle ça le welsh. Le welsh, c'est le même mot que wallish, que gaulois, que ouais, gaélique. Enfin, c'est un mot simplement qui désigne un tout autre genre de parler qui n'a rien à voir avec les alamans pour le coup, et qui occupe aussi des locuteurs dans différentes parties de l'Alsace, qui sont plutôt les Vosges ou les hautes vallées des Vosges, mais aussi une grande partie de la Moselle. Donc, c'est pas seulement l'alsacien en Alsace, il y a aussi d'autres dialectes dont il faut tenir compte, dont nous tenons aussi compte à la BNU. Voilà, ça c'était ça. Alors, donc, on va revenir enfin, sur nos pattes un petit peu. Euh, les, euh, les, les autorités allemandes qui, en 1870, ont conquis non seulement l'Alsace et la Lorraine, mais aussi Strasbourg, et qui en ont fait une capitale d'un Land, d'un Reichsland, un pays d'empire, si on veut. Donc une capitale, ça veut dire un land comme il y a des Länder en Allemagne, et Strasbourg était la capitale. Et pourquoi y a-t-il une grosse bibliothèque à Strasbourg qui s'appelle la bibliothèque du Kaiser? Eh ben, c'est parce que ce land appartenait directement au Kaiser, et non pas au roi de Bavière, au roi de Wurtemberg ou que sais-je. Et donc, il est conscient de la catastrophe qu'a occasionné les tirs de ces soudards, eh bien, l'État a fait en sorte qu'il renaisse quelque chose d'intéressant à Strasbourg, par exemple une nouvelle université, parce qu'il y avait déjà une université, mais là, il fallait que cette conquête soit digne de représenter dignement cet État triomphant, cet empire. Donc, création d'une grande université, donc aussi d'une grande bibliothèque, parce qu'il n'y a pas de grande université sans grande bibliothèque, mais aussi il fallait un petit peu donner à la population quelque chose, enfin, un signe d'appartenance, enfin, de reconnaissance, de signe d'unification, d'unité. C'est pas seulement l'Alsace, mais c'est aussi donc la Moselle, hein, ceux qui formaient cet État. Et donc a été créée cette collection, cette Landessammlung, donc collection du Land, donc le fonds local, on dirait aujourd'hui fonds local, fonds alsatique, qui a commencé assez rapidement par l'achat d'une très grande collection d'un très grand collectionneur strasbourgeois qui s'appelait Heitz, et qui a fait le socle d'une collection donc de livres périodiques et monographies, qui ensuite a été enrichie de manière continue tout au long de l'histoire des 150 ans dont je vous parlais. Une collecte attentive, donc oui, parce qu'il y a aussi la question du dépôt légal. Le dépôt légal, ça existe aussi en Allemagne, enfin, ça a été mis en place également déjà relativement anciennement, ça s'appelle Pflichtexemplar, donc l'exemplaire qu'on est obligé de donner à une bibliothèque, et c'est évidemment la BNU, enfin la BNU, son avatar précédent, qui a bénéficié de ce qui se produisait à l'époque, non seulement en imprimerie, mais aussi en édition pour l'Alsace et la Moselle. Alors, évidemment, la couverture visait l'exhaustivité, elle vise d'ailleurs toujours l'exhaustivité, on y arrive, je crois qu'on y arrive, et tout support, donc au départ il y avait surtout le papier, mais au fil du temps, ben, d'autres supports se sont faits jour, comme le support sonore et le support audiovisuel, et aussi maintenant le support électronique avec Internet. Et nous sommes un des pôles associés à la BNF dans la collecte du web, collecte de la mémoire d'Internet.
et nous travaillons actuellement un parcours Alsace. Et donc, nous avons aussi des soutiens, par exemple la région. Alors, la région, ben, il y a eu différentes histoires relativement récentes autour de la région. L'Alsace était longtemps une région. Jusqu'en, je sais plus, c'était 2003 à peu près, je crois, ou plus tard, non, 2000, je sais pas, 6, 7, 8, 9, ouais, plutôt 10. 2010 où c'est devenu le Grand Est. Donc il y a eu un peu, il y a toujours d'ailleurs un peu du flottement. Néanmoins, on a une région Grand Est qui continue à subventionner la BNU. On n'est pas toujours sûr à 100% que l'argent parvienne vraiment, vraiment dans les caisses de la BNU, mais en tout cas, c'est affiché comme tel. Pour poursuivre enfin, permettre cet enrichissement, non seulement dans la production livresque qu'il faut parfois acheter tout de même, enfin, mais aussi dans sa préservation avec différentes opérations qui peuvent toucher parfois de la numérisation ou des achats patrimoniaux également. Le patrimoine peut aussi être subventionné par la région et même la restauration également à travers le FRAB avec deux R. Alors moi, je dis une production remarquable, comme on le voit sur cette affiche. Oui, c'est donc comment dire, comme pas mal d'autres régions, voire toutes les autres régions en France et ailleurs à l'étranger, bon, il y a une identité particulière qui s'est développée, mais en Alsace, c'est quand même particulièrement particulier, si j'ose dire. Il y a des tas de questions qui viennent, enfin, il y a eu beaucoup de ballottage historique, donc des allées et venues des puissances voisines, mais il y a aussi eu des périodes d'indépendance, d'indépendance et de république dès le Moyen Âge pour certains coins, de communautés d'intérêt dans des regroupements de villes libres, par exemple ce qu'on appelle la décapole, ce sont 10 petites villes qui s'étaient liguées voilà, ensemble au sein de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique. Donc il y a toutes ces villes ont chacune un petit peu eu leur vie intellectuelle aussi, si on veut. Donc il y a eu une production manuscrite, puis imprimée assez rapidement, puisque c'est aussi un des berceaux de l'imprimerie, cette vallée, même si c'est surtout Strasbourg qui a œuvré, mais aussi d'autres villes. Donc il y a une espèce de conscience de production littéraire, littéraire ou scientifique assez continue. Et jusqu'un petit peu jusqu'au 19e siècle, où là, il y a un petit bas par rapport à d'autres périodes, mais qui ensuite a redémarré de plus belle. Et tout ça se retrouve non seulement dans le patrimoine, mais aussi dans tout ce qui est ressassé, réétudié, réexaminé périodiquement par l'érudition locale, par des auteurs, par des sociétés savantes qui sont particulièrement nombreuses et qui produisent elles-mêmes des écrits et où le dialecte ou les langues de France peuvent être d'ailleurs présentes, non seulement en termes de sujets d'études ou ouais, d'appréciation historique, linguistique ou littéraire, mais aussi de production littéraire ou de production simplement parlée. Production littéraire, ça implique quelque chose un petit peu comme un jugement de valeur, mais c'est aussi simplement une production de discussion, une production qui s'attache par exemple pour le domaine welsh, qui est un petit peu disons, en latéralisation, qui est un peu latérale, parce que voilà, quand on s'intéresse au gaélique, on va penser à des terres bien plus, je sais pas, plus parlantes que les Hauts-de-Vosges. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe. Donc, les derniers locuteurs, on a envie de dire, ce groupe pour faire vivre encore un petit peu ces langages. Alors là, donc, j'ai quoi, les fonds anciens, oui, les attiques courants.
Alors, pour les Alsatiques courants, on a annuellement un budget. Alors, les Alsatiques, ça peut être en plusieurs langues. C'est vraiment pas du tout forcément en alsacien, on l'a bien compris. Ça peut être en français, ça peut être en allemand, ça peut être en anglais, ça peut être en tout ce qu'on veut d'ailleurs. Enfin, généralement, c'est quand même entre l'allemand et le français que ça se joue, quand même plus en français qu'en allemand, mais les Allemands continuent à produire des études, des récits, même de la littérature, des polars régionaux installés en Alsace, parce que l'Alsace reste quelque chose d'un petit peu mythique pour les Allemands. C'est l'extrême pointe sud-ouest du domaine germanique. Donc, par définition, il doit y faire bon vivre. Et c'est un pays intéressant aussi pour l'histoire de l'Allemagne et du monde germanique en général. Donc le dépôt légal, j'en ai déjà parlé. Alors, il concerne donc les imprimeurs alsaciens. Ils sont malheureusement de plus en plus, de moins en moins nombreux plutôt. C'est peut-être quelque chose qui existe aussi dans d'autres régions. On est une région qui perd ses imprimeurs les uns après les autres. Euh, Néanmoins, il y a quand même encore une production. Et surtout les dons, ben oui, j'ai envie de dire qu'on est, j'espère que ce ne sera pas trop répétitif, on est une bibliothèque qui est ressentie comme, ouais, je crois que comme le réceptacle des choses qui, si on les dépose pas là, risquent simplement de disparaître. Donc nous sommes souvent, et c'est très sympathique, on voit souvent des gens nous proposer des dons et qu'on accepte souvent avec le sourire. On est très accueillant pour ces choses, des dons de choses intéressantes. Et ça nous occupe vraiment beaucoup d'ailleurs, hein. L'aspect des dons, ce n'est pas du tout enfin, c'est quelque chose voilà, d'important à la BNU. Bon, alors, petit excursus en parlant un petit peu de l'aspect linguistique. Donc, vous connaissez les serments de Strasbourg. C'est loin tout ça, oui, le vieil hôte allemand, l'alémanique, le francique. C'est néanmoins tout de suite la première chose qui vient à l'esprit pour les linguistes concernant Strasbourg, c'est le bilinguisme, hein, puisque on a tout de suite première apparition du premier texte dit en français, qui est en fait le pendant du même texte en allemand, si on veut, et qui était le serment que se faisaient les deux armées alors Louis le Germanique et Charles le Chauve, en prenant, j'espère que je ne me trompe pas, en prenant l'engagement de s'auto-défendre mutuellement si jamais Louis le Pieux avait des agissements contraires. Donc on est tout de suite placé dans une zone de contact linguistique. Euh, alors, je dis les chroniques. Les chroniques, c'est important parce que il y a enfin, dans pas mal d'endroits, on a écrit des chroniques, hein, évidemment, mais surtout dans les endroits, je crois, où il y a une espèce de conscience nationale. Nationale entre guillemets, bien sûr, mais par exemple, Strasbourg, qui était une ville libre, qui a assez vite mis dehors son évêque régnant en plein Moyen Âge pour s'auto-gouverner, disons. C'est ressenti comme un pays à part entière, un endroit en tout cas qui n'avait rien à demander aux autres à côté, et qui donc écrit sa propre histoire, donc sa propre chronique qui commence avec Adam et Ève, bien sûr, mais qui ensuite se poursuit et devient le livre d'histoire des petits citoyens, enfin des citoyens de ceux qui savent lire, disons, de Strasbourg, et pareil pour d'autres villes comme Colmar qui se ressentaient comme des villes-États. Et tout ça, c'est écrit dans quelle langue? Alors, c'est pas écrit en Hochdeutsch, parce que le Hochdeutsch, il n'existait tout simplement pas. C'est pas écrit en très vieil allemand ou en vieil allemand. C'est écrit dans la langue qui se pratiquait sur place, parce qu'on n'était pas à chercher des considérations linguistiques. On essayait d'avoir une langue noble et épurée, si on veut, mais sur quelle base? Eh bien, sur la base de ce qui se disait dans les chancelleries, de la parole, enfin du style de langue utilisé par les édiles, les gens bien placés, les gouvernants, en fait, hein, la classe élevée de ces villes.
Et pour Strasbourg, ben, c'était le strasbourgeois, il n'y avait pas à tortiller. Pour Sébastien Brandt, par exemple, euh, eh ben, il écrivait en quelle langue? Dans la langue, dans sa langue à lui. Et c'est d'ailleurs le strasbourgeois. Et qu'est-ce que c'est que le strasbourgeois si ce n'est de l'alsacien? Voilà. Après, l'alsacien et le strasbourgeois, ça évolue, comme l'allemand ont évolué, etc. Tout ça, ça évolue. Et pareil pour l'imprimerie. Donc, on imprime à Strasbourg depuis 1460, juste un tout petit peu après Gutenberg à Mayence. Et très vite, on a imprimé aussi des textes en langue allemande. Et le premier best-seller, hein, disons on dit que c'est le premier best-seller d'histoire de l'imprimerie, c'est-à-dire une nouvelle production d'aspect littéraire, un petit peu enfin, qui n'est pas de la science, mais un petit peu du divertissement, même s'il y a d'autres trucs derrière. Eh bien, c'est Sébastien Brandt, La Nef des Fous, Narrenschiff, qui était écrit dans la langue d'ici, c'est-à-dire le strasbourgeois. Alors lui, il était entre Bâle et Strasbourg. Entre Bâle et Strasbourg, c'est à peu près le même genre d'idiome qui était utilisé, et lui étant en strasbourgeois, voilà. Tout ça, donc, c'était avant Luther, qui ensuite a plani la situation pour toute l'Allemagne, où il a commencé à y avoir une langue qui se parlait, enfin, une langue qui s'écrivait, et puis toutes sortes de langues peuvent se parler à droite et à gauche, mais qui ne sont pas la langue à écrire. Parce qu'on n'écrivait pas l'alsacien consciemment, à part donc avant que l'allemand existe. Et ce n'est que au tout début du 19e siècle que certains ont décidé d'écrire en dialecte. Ça a été le cas donc, de l'autre côté du Rhin, un certain Hebel, euh, qui a écrit un almanach pour les familles, le Hausfreund, l'ami de la maison des bords du Rhin, qui utilisait donc le dialecte, mais qui était sensiblement semblable entre d'un côté et l'autre côté du Rhin pour la partie Bade-Württemberg et Alsace. Mais c'est surtout Jean-Georges Daniel Arnold, qui est le père du théâtre alsacien, avec son Pfingstmonda, qui date de 1816. Donc, l'époque des nationalismes, le 19e siècle n'était pas tellement propice à l'expression dialectale. On cherchait plutôt l'excellence, soit française, soit allemande, soit peut-être anglaise à d'autres endroits, etc. Et donc, il y a tout de même eu un revival encore à la fin du siècle et au tout début du 20e, la fin du 19e et au tout début du 20e siècle, avec en particulier un couple, disons, de frères jumeaux qui s'appelaient Albert et Adolphe Matisse, qui sont des poètes qui ont vraiment travaillé le strasbourgeois. Alors ici, je dis le strasbourgeois parce qu'évidemment, il y a des grandes différences entre l'alsacien parlé dans le Sundgau, qui est la partie la plus au sud de l'Alsace, et Strasbourg, par exemple, qui est plutôt au milieu, vers le nord. Et puis en cherchant, on trouvera encore bien d'autres nuances, mais ça, c'est sans doute le cas dans beaucoup d'autres régions. Et d'autres poètes, plutôt au XXe siècle, ont illustré la manière de parler du sud de l'Alsace. En tout cas, c'est Nathan Katz, certains disent Nathan Katz, euh, qui s'est intéressé à la langue du Sungo. Claude Vigée, qui était du nord de l'Alsace, plutôt, et qui a travaillé l'alsacianité et la judéité linguistique, c'est-à-dire que c'est pas forcément le yiddish, c'est le yiddish étant une autre chose un petit peu, mais on a aussi le judéo-alsacien, c'est-à-dire un alsacien garni d'expressions typiquement juives qui sont dérivées de racines hébraïques très anciennes. Mais c'est un petit peu distinct du yiddish à vraiment parler. Donc chaque coin, chaque recoin euh, produit sa poésie, qui non seulement est produite, mais peut aussi être étudiée. Et c'est le cas de Georges Zink, on peut dire peut-être
qui était un professeur d'allemand à la Sorbonne dans la deuxième moitié du XXe siècle, et dont le sujet d'étude était évidemment l'allemand dans toute toute son histoire linguistique, et qui passait par le Sungo, parce qu'il était lui-même originaire du Sungo, sur le sud de l'Alsace, où, selon lui, se parlait une langue encore à son époque, et il a d'ailleurs créé aussi de la poésie, évidemment en s'inspirant des sonorités de ces villages de l'enfance, qui avait encore des rapports assez directs avec le très vieil hôte allemand, celui des tout premiers textes connus de l'allemand, où il y a énormément de i, de terminaisons en i, ce qui est effectivement caractéristique aussi de cette région. Donc voilà, il y a de multiples facettes dans cela. Et alors, Radio Strasbourg, l'oralité radiophonique, très longtemps, la population, même après la Deuxième Guerre mondiale, la population, disons, populaire, était très attachée à son idiome, à son dialecte, ou à ses dialectes. Et les radios locales, là, il y avait Radio Strasbourg, qui était un grand émetteur, avait à cœur de nourrir aussi ces attentes, et de très nombreuses, mais presque à l'infini, créations radiophoniques ont existé, ont été diffusées, dont on n'a plus forcément les enregistrements, voilà, qui sont passés dans l'oubli. Par contre, les textes dactylographiés existent encore. Et là, c'est toute une matière énorme de production dans ces langues. Alors, bon, je vois qu'il faudrait peut-être que je m'attarde pas trop là-dessus. Mais voilà, collecte exhaustive, que dire, que dire. Alors, sur les documents sonores et audiovisuels, il y a des problèmes de droit. Néanmoins, nous continuons à acheter toutes sortes de choses sans les donner à écouter ou à entendre pour l'instant, parce que nous n'avons pas de matériel, que d'autre part, si nous avions du matériel, ça risquerait d'abîmer les choses, que si nous prêtions ces choses, eh bien, nous aurions peut-être des problèmes pour les récupérer. Or, nous voudrions garder cette mémoire pour le cas où un jour nous aurions des moyens suffisants pour numériser tout cela et donner des accès intramuros sécurisés, en gardant bien au chaud les documents d'origine dans leur format d'origine, mais en donnant accès à des transferts, enfin des copies sur autre support. Voilà, ça c'est, il y en a aussi des projets encore. Et la mémoire du web, donc je l'ai dit, un parcours Alsace est en cours de constitution, c'est-à-dire à partir de la mémoire du web, qui peut aussi contenir du dialecte, bien sûr. On essaie de faire un parcours convaincant à partir du travail de collecte fait par la BNF et auquel nous participons depuis longtemps. Le dépôt légal des imprimeurs, oui. Nous gardons aussi les prospectus et les éphémères, et aussi les écrits pour la jeunesse, parce qu'on est une bibliothèque universitaire, normalement, c'est pas tellement notre truc, la jeunesse. Il y a le dépôt légal national, on pourrait se dire, bon, ben, le national, il capte aussi tout ça par les éditeurs, mais les écrits pour la jeunesse peuvent exister pas mal sous la forme dialectale également. Les dons, j'en ai déjà parlé. Et maintenant, on va parler du traitement documentaire. Donc, nous sommes une bibliothèque universitaire et logiquement, nous travaillons sur le SUDOC pour ce qui est de la documentation imprimée et sur CALAM pour ce qui concerne les manuscrits ou les archives, et les archives pouvant aussi contenir de l'imprimé. On catalogue aussi certaines choses sur le système local. Alors, c'est par exemple la numismatique. La numismatique, bon, ben, c'est les monnaies, les médailles. Il y a toute une histoire numismatique alsacienne, mais pas tellement dialectale. Ouais, non, même pas du tout. On écrivait en latin sur les monnaies, puis en français, en allemand, tout ce qu'on veut, mais pas en alsacien. Et nous faisons aussi sur notre système local ce qu'on appelle la bibliographie alsacienne. La bibliographie alsacienne, c'est le signalement des parties composantes qui sinon ne seraient jamais signalées nulle part.
et qui concerne évidemment l'Alsace du point de vue scientifique. C'est-à-dire que nous recensons dans les revues locales, les périodiques des sociétés savantes, les bulletins, les annuaires des sociétés savantes, mais aussi enfin, de diverses associations ou simplement des entreprises éditoriales, comme les grandes revues alsatiques courantes. Nous signalons les articles un à un avec leur titre, leur auteur, leur nombre de pages, leurs illustrations, parce que sinon elles ne seraient signalées nulle part. Et donc ça forme un ensemble d'environ, bon an, mal an, 500 à 600 notices par an, avec une indexation matière rameau, une indexation Dewey pour, voilà, par domaine, par grand domaine, disons. Et, et c'est accessible sur notre site. Alors, ouais. Donc j'y vais pas à pas. Catalogage sur le Sudoc. Bon. Alors la question, comment sont traitées les langues sur le Sudoc? Eh bien, il faut donner une caractéristique, enfin, il faut donner la langue des documents sur le Sudoc, et il y a malheureusement une case qui ne s'appelle pas simplement alsacien. Elle s'appelle alémanique, suisse, alémanique, alsacien. Et pour ça, c'est un marche pour l'alsacien, qui est donc racine, disons, germanique, même si on est obligé de chercher par alémanique, suisse alémanique et alsacien en troisième position. Bon, d'accord, c'est comme ça, c'est tout, hein, on va pas chipoter. Ou alors, pour le Welsh, là, c'est carrément langue indéterminée, ce qui est pas, voilà. Ensuite, on a donc pour les études sur les langues, nous avons des sujets rameaux que j'ai un petit peu cherché, alsacien dialecte, welsh dialecte, lorrain dialecte roman, francique rhénan dialecte, francique mosellan dialecte, yéniche. Alors yéniche, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un idiome pratiqué par les populations tziganes. Euh, qui ont des expressions. Et enfin, alors moi, je m'y connais pas, mais ça existe tout de même. C'est aussi un versant linguistique, une langue de France, une langue en tout cas que pratiquent des personnes en France. Et le yiddish, là, ça pose problème pour les spécialistes, diront, bah non, ce qui est parlé judéo-alsacien, c'est pas le yiddish, parce que le yiddish, c'est quelque chose qui appartient à l'Europe plus à l'est, du côté de la Pologne, de la Biélorussie, de l'Ukraine, de la Lituanie éventuellement, et qui a fait le tour linguistique en passant par un autre endroit que la vallée du Rhin, en passant plutôt par la Bavière, ce qui fait des nuances évidemment. Néanmoins, on peut être tenté d'utiliser Yiddish tout de même. Et voilà, bon, donc du way, il existe aussi des choses. Alors là, j'ai mis simplement en encart une publication. Ils s'appellent Land und Spruch. C'est un des organes les plus engagés actuellement dans la survie de la pratique du dialecte en Alsace. Et ce qui émane voilà, d'un collectif de personnes de l'OLCA qui, qui s'occupe, disons, enfin, du bilinguisme, mais, enfin, du trilinguisme, on pourrait dire, pratiquement, c'est-à-dire de placer l'alsacien au cœur de l'Alsace, disons, entre le français et l'allemand, évidemment. Alors, sur Calam, là, on est dans un traitement EAD. Au niveau de l'appellation officielle des langues, c'est la même chose. Langue code, GSW, suisse alémanique, alémanique, alsacien. Donc on voit que alémanique est passé après suisse alémanique et alsacien est en troisième position également. Et j'ai mis en illustration une notice qui témoigne de la présence aussi dans nos fonds patrimoniaux d'études intéressantes et de documents parfois incontournables, fondateurs si on veut, sur les études d'autres dialectes évidemment du coin. On n'aura pas beaucoup de choses sur le breton ou le basque, mais sur la zone de transition entre vallée du Rhin, Haute-Vosges, département des Vosges, entre le francique
Alors en plus, le francique, il y a pas une polémique, il faudrait peut-être pas exagérer tout de même, mais enfin une discussion assez vive sur est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est juste de dire d'appeler francique certains dialectes, c'est pas du tout sûr. Enfin, il y a une bataille d'érudits là-dessus. Mais là, nous avons un document sur les parlers, donc comme on peut lire, des patois de Lorraine, de Franche-Comté, de Bourgogne, un document qui a récemment été réédité et qui est tout à fait important pour la connaissance d'autres dialectes que ce qu'on pourrait s'attendre, c'est-à-dire l'alsacien pur et dur. Alors, le système local concerne la BNU et toute l'université de Strasbourg. Bon, c'est un système qui s'appelle Sebina, c'est italien, produit italien. Mais aussi, là j'ai oublié de le marquer, c'est aussi Mulhouse. Mulhouse a aussi sa bibliothèque universitaire et ils utilisent le même système local que nous. Ce qui fait que nous pouvons coopérer. De toute façon, on peut à travers les outils de coopération nationaux comme le SUDOC ou CALAM, mais aussi à travers simplement notre système local, dit local. Bon, là, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, alors un exemple, Madame la République, chanson, Balladen, Protest Songs, Hass und Liebeslied. Donc là, on voit qu'une certaine Huguette Dryckhaus, au théâtre de la choucrouterie, pratique un grand nombre de langues ou joue avec les langues, puisqu'on a à la fois donc du français, de l'allemand, chanson c'est français, Balladen c'est de l'allemand, Protest Songs c'est de l'anglais, Hass c'est plutôt de l'allemand, und c'est allemand, en alsacien on dit pas comme ça, und, et Liebesliedel c'est de l'alsacien. Voilà. Donc, il y a un multilinguisme aussi qui peut se pratiquer. Alors, la bibliographie alsacienne, j'en ai déjà parlé. Que dire d'autre plus? Pas grand-chose. C'est pour l'instant simplement un onglet sur notre catalogue d'onglets. Donc, on a un catalogue livre, machin, revue, ressources en ligne, et puis bibliographie alsacienne, qui réduit évidemment le choix, enfin les résultats à ces descriptions bibliographiques de parties composantes, mais qui sont tout de même des choses utilisées. Nous savons par des calculs précis que le taux d'utilisation de nos périodiques alsatiques est beaucoup plus élevé que les autres périodiques, toutes matières confondues. Et sans doute parce que dans notre catalogue, on trouve aussi directement les articles. Voilà. Et donc, voilà, ça augmente la demande sur les périodiques que nous dépouillons. Alors, nous numérisons aussi à la BNU et dans le cadre d'une bibliothèque qui s'appelle Numistral. Alors, il n'y a rien à voir avec Frédéric Mistral, qui pourtant est aussi un héros des langues de France, mais NUM, c'est la numérisation, IST, c'est l'information scientifique et technique, STRA, c'est tout ce qu'on veut, genre Strasbourg, et AL, c'est quelque chose comme l'Alsace, sans doute. Bon, voilà. C'est une bibliothèque numérique qui est organisée en univers, et chaque univers contient plusieurs collections. Donc, il y a différents univers et évidemment, il y a un univers qui est patrimoine de l'Alsace. Et dans patrimoine de l'Alsace, eh bien, nous essayons de rendre, disons, feuilletables, visibles, utilisables, des séries intéressantes et si possible bien riches et non redondantes de documentation concernant l'Alsace. Alors, on a en particulier une collection de cartes et plans d'Alsace, puisqu'il y a une grande activité de cartographes historiquement, et de védutistes aussi, enfin, des gens qui faisaient des vues gravées de nos belles villes d'Alsace et de nos montagnes à travers plusieurs siècles. Il y a le patrimoine de l'Alsace, ben, évidemment, notre patrimoine est quand même, c'est difficile de dire essentiellement, mais quand même beaucoup, pour une grande partie régionale, même si on a un patrimoine qui dépasse largement.
Et surtout aussi les revues et la presse alsacienne. Et là, c'est des opérations qui sont longues et multiples et qui se succèdent les unes les autres à travers des tas d'années pour essayer d'avoir un panorama complet avec l'aide de grandes institutions françaises, de coopération, etc., pour pouvoir sauvegarder, parce que là, c'est une question de sauvegarde, non plus avec des microfilms, mais avec la numérisation de cette presse alsacienne qui était très foisonnante. Sans doute qu'il y a d'autres États, d'autres régions aussi qui avaient aussi un grand nombre d'organes de presse, mais en Alsace, c'était particulier et souvent en plusieurs versions. J'ai une version dialectale, bon, peut-être dialectale, peut-être pas, plutôt ou allemande ou française ou bilingue, mais quelque chose d'assez nombreux et imposant. Alors, la question des compétences et du partage de compétences. Alors, il n'est pas toujours évident enfin, pour tout le monde de reconnaître le fait dialectal dans le langage, enfin, dans les écrits, disons, germaniques. Et souvent, c'est composite. En plus, donc, il faut d'abord savoir l'allemand pour savoir reconnaître ce qui est pas vraiment de l'allemand. Et l'allemand est en perte de vitesse, même en Alsace, malheureusement. Ça se sait, ça se sent. Il y a de moins en moins de gens qui cultivent, enfin qui pratiquent, qui étudient. Il y a une crise même des étudiants en allemand, il n'y en a plus beaucoup. Des instituts d'allemand ont de moins en moins de succès, même à Strasbourg. Et on ne reconnaît pas si facilement l'allemand de l'alsacien. Par exemple, ici, on a, on a une imbrication de plusieurs choses. Donc, c'est la feuille de chou des Vosges, si on veut, Vogesblatt. Donc là, on est sur de l'allemand, Himmelfahrt, c'est le numéro de l'ascension. C'est une annexe, un supplément aux dernières nouvelles d'Alsace, qui s'appelait Strasburger Neuesten Nachrichten à cette époque, dernières nouvelles de Strasbourg. On voit un mélange. Il y a à la fois de l'allemand, le texte est en allemand, le titre est en allemand, et pourtant il y a beaucoup d'Alsaciens à droite et à gauche. Les légendes des deux images, on voit peut-être trop, là c'est trop petit sans doute, mais c'est en dialecte. Le titre Zavre, Savre, c'est Saverne, qui se dit pas comme ça en français, qui se dit pas comme ça en allemand, donc c'est bien de l'alsacien. Les petits vers, les quatre vers qui sont au-dessus sont typiquement de l'alsacien, mais quelqu'un qui ne sait pas l'allemand du tout aura du mal à s'en rendre compte. Et cette compétence-là, enfin, faut la cultiver, faut se dire. Pour reconnaître des expressions, bon, il y a des choses qui sont évidentes. Quand on a une élision comme der au lieu de der, d'heure, c'est forcément dialectal. Après, garde à vous, c'est quoi garde à vous? C'est garde à vous. Il y a beaucoup de mots français dans l'alsacien qui sont évidemment euh, réinterprétés ou retravaillés. Et ça fait tout l'essence tout le charme évidemment du dialecte. Mais encore faut-il s'y retrouver un petit peu. Là, nous avons des textes des frères Matisse, euh, qui ont vraiment travaillé le dialecte. Ce sont donc dans nos archives littéraires. On a une affiche, Masquebal, fort d'armes. Fort d'armes, ça veut dire, ben, c'est pour les pauvres. Il faut simplement le savoir. C'est pas de l'allemand non plus. C'est c'est de l'alsacien, du strasbourgeois plus exactement. Nous avons pas mal de partenaires. À l'UNISTRA, à l'Université de Strasbourg, il y a un institut de dialectologie. Il y a aussi un institut d'histoire d'Alsace. Alors, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais néanmoins. L'OLCA, donc c'est cet office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle. Nous avons une association de bibliothèques pour le Grand Est qui s'appelle Interbibli,
qui a un projet en cours de route, là, qui va sans doute s'achever fin cette année, qui s'appelle Littératuresque et qui vise à la mise en valeur des archives littéraires conservées dans le Grand Est, dans les bibliothèques et dans les archives du Grand Est. Et dans ces, donc ça va de Rimbaud à Verlaine en passant aussi par nos Alsaciens. Évidemment, les Alsaciens, même s'ils sont connus surtout des Alsaciens et pas tellement des autres habitants du Grand Est, même pas des bibliothécaires, eh bien, ils auront leur place dans ce site internet de mise en valeur. Là, par exemple, nous avons au-dessus de ce portrait de Verlaine, qui a un fond à Metz, nous avons un Alsacien qui est simplement un acteur de théâtre alsacien sous forme de son visage en plâtre. Mais il y en aura bien d'autres, tous ceux dont j'ai parlé. Alors, nous avons donc la labellisation Colex qui a eu lieu enfin, il y a 2 ans maintenant, qui va sans doute nous aider à peut-être accueillir des stagiaires ou trouver quelques financements, enfin, sait-on jamais. On va essayer de faire en sorte que ça serve à quelque chose. Et en tout cas, c'était une belle chose que déjà de se faire reconnaître, hein. Il y a une plateforme qui vise à enseigner l'alsacien, plutôt à renseigner les enseignants pour qu'ils mettent l'alsacien encore dans. Et là, on a évidemment beaucoup de choses de l'ordre du symbolique qui se font dans les villes et villages. Par exemple, les plaques de rue qui sont maintenant bilingues. Et là, on voit, bon, rue des Écoles, ok. Schülergassel ou Gassel, bon, c'est la petite ruelle des écoliers. C'est pas tout à fait pareil. Des fois, il y a et voilà, des apprentissages. La BNU met souvent en avant ces fonds en rapport avec la région, évidemment, sous forme d'exposition. Il y a eu une salve d'exposition au début des années 2000. Maintenant, il y en a un petit peu moins. On essaie d'avoir des expos plus grand public, enfin, plus planétaires, disons. On s'occupe de l'Orient lointain ou proche, des choses. Voilà. Une revue de la BNU et un blog qui signale les choses que l'on peut réaliser ou pas. Euh, et quelques projets scientifiques, pas beaucoup, parce que là, il faut des étudiants et des enseignants qui s'y engagent. C'est là que ça pose parfois problème. Néanmoins, il y a tout de même des gens qui étudient le théâtre alsacien, qui font de la sociologie à partir des listes de personnages, de comment ils sont caractérisés. Qu'est-ce qui les caractérise justement? Qu'est-ce qui caractérise le théâtre alsacien, qui est un genre tout à fait vivant encore? Alors bon, on arrive à la conclusion, je crois que c'est à peu près le moment où il faut que j'arrive. Euh, Moi, j'ai écrit Perspectives mitigées pour la pratique des dialectes. Ben oui, parce que malgré ces bons chiffres, peut-être qu'ils paraissent de bons chiffres, je pense que c'est des chiffres en chute libre tout de même, et que quelques générations encore, hein, on n'en entendra plus beaucoup parler, à part sur les plaques de rue. On n'entend d'ailleurs plus tellement parler, vraiment, ça se fait tellement dans le cercle familial. Il y a tout de même un ancrage sérieux dans les sciences humaines par le côté linguistique, multilinguistique, et par l'engagement de certaines personnes qui tiennent à étudier ça et qui étudient linguistiquement ces choses par des angles très intéressants et vivants. Et donc nous, à BNU, pour l'instant, on va poursuivre notre chemin en signalant les contenus dans la bibliographie alsacienne, en mettant en valeur par des expositions, des petits articles, et des choses comme ça, en accroissant les collections régulièrement, en continuant à demander les subventions. Leur volonté de plurilinguisme à la BNU, oui, on voudrait que les agents de la BNU baignent dans le plurilinguisme, si possible, en incluant aussi un petit peu de connaissance du dialecte ou des dialectes. À mon avis, c'est pas du tout évident. Et il faut continuer à dialoguer avec ses homologues. Et plutôt, bon, voilà, c'est voilà, intégrer le collectif Adèle me semble tout à fait la chose à faire afin voilà, de conscientiser un petit peu tout ça. Donc j'espère qu'il y aura un blog, des rencontres, des projets, mais ça c'est... Ah, là, j'ai pas ajouté mon titre. Mais c'était cet hiver à Strasbourg.
une belle photo pour terminer. Moi, je vous remercie pour votre attention et puis j'espère qu'il y aura des questions et que je saurai y répondre. Merci beaucoup. Je vais commencer du coup, mais je pense qu'après il y aura plein de questions. Vous m'entendez? Oui, Oui. Donc Philippe Lagadec, je travaille au Centre de recherche bretonne et celtique, donc un laboratoire de recherche de l'Université de Bretagne occidentale, c'est à Brest en Bretagne. Donc, tout d'abord, merci pour votre présentation. Je trouve que ça correspond pleinement à la commande qu'on avait faite et c'est très, très intéressant de voir comment vous fonctionnez. Et on connaissait, enfin en tout cas, on connaît tous de nom la BNU, mais là maintenant, on voit un peu plus précisément comment vous travaillez sur vos fonds en langue de France. Sur ce que vous venez de dire, vous avez parlé des dons et du fait que vous acceptez tous les dons. Et je voulais savoir un petit peu quelle est la procédure pour les dons et ensuite comment vous les traitez. Puisque nous aussi, au CRVC, on accueille les dons, mais là, on se retrouve depuis quelques temps, avec de plus en plus de dons, et notamment des dons d'ouvrages, notamment de bibliothèques, et on a une petite difficulté à les traiter. Donc voilà, comment vous traitez ces dons? Ça, c'est ma première question. Ensuite, vous avez parlé donc vous accueillez des fonds tout support. Et donc, est-ce que vous avez les moyens, les compétences au sein de la BNU pour traiter tous les types de fonds? Les fonds sonores, enfin les fonds un peu particuliers, les cartes, les affiches, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous les traitez? Comment vous les traitez? Là encore, derrière, la question pour nous, enfin pour moi au CRVC, c'est la difficulté quand on est une bibliothèque comme le CRVC, on a déjà pu discuter avec le CIRDOC, à accueillir la diversité de fonds, mais derrière, les compétences ne sont pas là parfois. Et autre question, vous êtes donc la BNU, vous êtes une bibliothèque universitaire, vous en avez parlé. Et ma question, c'est comment, voilà, vous avez des fonds, vous êtes une bibliothèque universitaire, donc vous travaillez avec des chercheurs et des étudiants, mais la singularité ou la particularité de ces fonds intéresse un public au-delà du public de la communauté universitaire et scientifique. Et donc, ma question, c'est comment vous accueillez? Est-ce qu'il y a eu des demandes de la part de locuteurs d'alsaciens ou des autres dialectes, ou bien de militants, d'acteurs autour de ces langues, et comment vous les accueillez et comment vous mettez à disposition ces fonds? Vous avez parlé des expositions, vous avez parlé de la revue, mais voilà, est-ce que vous avez des personnes qui viennent vous voir? Et ça me fait penser aussi à une autre question, vous avez parlé des revues ou des périodiques en langue alsacienne qui étaient parmi les plus consultés. Alors, quel public vient consulter ces périodiques-là? ok. Alors, donc, première question sur les dons. Alors, nous n'acceptons pas du tout tous les dons. Non, D'accord. non, non, non. Par contre, on étudie les propositions qui sont fréquentes et nous faisons un travail de... Enfin, d'abord, nous exigeons toujours que les personnes nous fassent une liste de ce qu'ils... enfin, une liste, bonne ou mauvaise, mais au moins un petit peu utilisable si possible. Parfois, ils font juste des photos, des pages de titres. Donc, on les prévient très aimablement que non, non, on n'accepte pas tout, on a une politique à ce sujet, qu'on accepte seulement les choses qui sont originales et qu'on n'a pas encore, qu'on ne possède pas encore. Et donc, souvent, quand c'est de l'ordre des archives, bon là, par définition, c'est des choses qui sont uniques. Mais pour les imprimer, ben, souvent, on leur explique que malheureusement, il nous est impossible d'accepter. Ensuite, on a notre système est comme ça. Les dons sont. Alors, il y a des petits dons, les moyens dons et les grands dons. Les petits dons peuvent s'accepter à l'unité, comme ça, sans autre forme de procès. On fait juste un petit accusé de réception par écrit si la personne le veut. Ça peut être par mail aussi, où on remercie. Et puis, c'est les responsables scientifiques de chaque domaine, puisqu'on a pour chaque domaine un responsable scientifique, qui généralement est un conservateur ou un bibliothécaire, qui accepte le don en question. Ça, c'est pour les petits dons. Ensuite, nous avons un service des entrées qui entre ces choses et ensuite ça arrive dans le circuit de catalogage de chaque domaine. Pour les moyens dons, c'est entre 10 et 100 unités, c'est arbitrairement comme ça qu'on a dit. Là, donc sur liste, on fait une espèce d'accusé de réception sous forme de liste et
comment dire, il n'y a pas particulièrement de problème. Évidemment, il y a des lourdeurs, c'est lourd de traiter des listes, de faire du pointage, mais on est quand même relativement nombreux à la BNU, comme on vous l'a dit. Chaque domaine a un petit peu sa propre équipe. On est moins 3 ou 4 par domaine, donc il y a quand même moyen de s'éplucher une liste tranquillement, quoi. Et il en résulte ce qu'il en résulte. Si c'est 4 ou 5 livres qui restent, eh ben, on les prend et puis on remercie et puis on les met dans le circuit. Et pour les très grands dons, là, ça passe par des conventions. On convient avec la personne ou la société, pas la société, ou l'organisme qui donne, par exemple le port autonome de Strasbourg, tous ces organismes changent maintenant d'endroits. Ils avaient des superbes hôtels particuliers au centre-ville, monuments historiques, tout ce que vous voulez. Puis bon, les temps se font plus durs. Alors tout ça, c'est du patrimoine, il faut le vendre et puis s'installer dans une zone plus anonyme et plus industrielle, quelque part dans la périphérie. Et puis on ne va pas amener tous nos livres. Qu'est-ce qu'on en fait de ces livres? Plus personne ne les consulte de toute façon. Mais ce sont souvent des collections quand même très intéressantes. Là, je prends l'exemple du port autonome, c'est très intéressant ce qu'ils avaient. Et donc, on convient avec le port autonome qui nous cède tous nos livres et que ceux qu'on ne veut pas, ben, on les leur rend. Et oui, ils font ce qu'ils veulent avec, ça ne nous regarde plus. Voilà, ça c'est un petit peu pour les dons. Donc, nous n'acceptons pas tous les dons, mais nous étudions toute proposition de dons. Voilà. Et deuxième question, c'était tout support, compétences, oui, non. Alors, pour enfin, je dirais à la BNU, on a réussi à se former, enfin, des agents se sont formés à être carto-bibliothécaires, c'est-à-dire qu'ils ont suivi les formations et pour traiter des supports type carte. Il n'y a quand même pas non plus des compétences si énormes à avoir, et puis quelques stages dans des services spécialisés nationaux font l'affaire. Les méthodes de traitement sont pas si. Alors là où ça pose plus de problèmes, peut-être, c'est l'audiovisuel et l'audio. En même temps, ces documents ont un titre, ont des auteurs, ont des formats, ont des durées. Il y a des choses qui sont écrites sur les pochettes. Ma foi, on fait un petit peu en traitement local, hein, un traitement local uniquement. Le traitement qui nous semble pouvoir permettre ensuite à la chose d'être repérée. Mais comme je disais, ces fonds-là ne sont pas forcément utilisables réellement par les lecteurs. C'est plutôt, on témoigne du fait que tel musicien a édité tel CD ou audio, parce qu'on l'a à la BNU et il a sa pochette, il a son numéro, vous pouvez le voir. Vous ne pouvez pas l'entendre par contre et on ne va pas vous le prêter. C'est un défaut, évidemment, mais on assume, ma foi. Et puis, on a aussi quand même, du coup, une relation avec l'auteur ou le musicien en question. Et on sait son adresse. C'est lui qui, généralement, nous démarche aussi, nous dit, voilà, j'ai fait ça, je peux même vous en céder. Je vous cède tous mes CD, bien volontiers. Mais simplement, nous, on n'a pas... Alors, sur l'audiovisuel, il y a les questions de droit aussi qui se posent. Nous ne les traitons pas, puisque nous ne sommes pas une médiathèque. Nous, simplement, nous stockons la chose, nous l'avons, nous témoignons du fait qu'elle existe, mais elle n'est pas, enfin, on n'a pas de lieu pour la communiquer. Mais c'est tout de même du patrimoine régional et concernant la langue, la linguistique, c'est intéressant quand même. Pardon, du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire là sur les fonds sonores audiovisuels. C'est des choses qui sont publiées, mais est-ce que vous avez, je ne sais pas, alors parmi les chercheurs, je passe notamment quelqu'un comme Pascal Erhardt ou d'autres, enfin, vous n'avez pas de chercheurs qui ont déposé des fonds, des enquêtes, des collectes. Vous n'avez pas ce type de fonds-là à la BNU. Non, ça, je pense ils le gardent dans leurs instituts. Je pense, hein, j'imagine, j'en suis à peu près sûr, mais ça, non, on n'en a pas. On a l'atlas linguistique, mais c'est sous forme papier. Non, non, on n'a pas disons des enregistrements bruts, ça, pas encore en tout cas, hein, et je pense qu'ils le gardent dans leur trésor de guerre, enfin, dans leurs instituts, parce qu'il y a aussi un institut de phonétique à l'université où ils doivent avoir ce qu'il faut quoi, pour ça. Et là, je n'ai pas de compétences là-dessus. Bon, merci.
Alors, l'accueil d'érudits ou de personnes simplement qui demandent à être en contact avec quelque chose. Donc, on a une bibliothèque publique, elle est ouverte à chaque personne qui daigne s'inscrire. Il faut quand même s'inscrire. À partir de là, donc à partir de 16 ans, on peut. Euh, et quand il y a soit les personnes se débrouillent avec notre catalogue ou avec les quelques échanges qu'ils peuvent avoir sur place avec des bibliothécaires qui sont dans les rayonnages, dans les banques de prêt. Nous avons un système de demande aux bibliothécaires, enfin de rendez-vous avec un bibliothécaire, ça s'appelle. C'est une petite option qu'il y a dans notre portail où on peut écrire un mail, voilà, je m'intéresse à la production, je sais pas quoi, enfin, telle période, tel endroit d'Alsace, qu'importe. Et ce ticket est ensuite acheminé vers la personne qui est le plus à même de le traiter. Et puis, donc, soit on prend le temps qu'il faut, 2, 3 jours, on est quand même pressé normalement par une charte Marianne, qui s'appelle plus comme ça, je crois d'ailleurs. Enfin, un truc qui fait qu'il faut qu'on ait fait une réponse, au moins une réponse d'attente en 2, 3 jours. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, on traite ça au fil de l'eau. Et quand il y a une petite recherche à faire, ou quand il y a effectivement un vrai rendez-vous à avoir avec une vraie personne en face de soi, ben, on le fait et puis ça passe, quoi. Les gens sont très contents. Je pense que, et puis ils peuvent évidemment nous écrire, toutes sortes de contacts sont possibles. Et la quatrième question, c'est sur les périodiques en langue alsacienne. Alors, un périodique vraiment entièrement en langue alsacienne, ça n'existe pas. On est plutôt dans le bilinguisme ou le trilinguisme. Il n'y a pas de vrai. Enfin, franchement, je crois pas qu'il y en ait un seul qui soit à 100% en alsacien. C'est plutôt ou en d'autres dialectes, hein, comme je disais. C'est plutôt des versions ou des périodiques qui accentuent sur le côté bilingue et qui introduisent une rubrique, un éditorial, une page d'humour, une BD, une page de poésie ou un récit en alsacien. Donc, il n'y a pas vraiment de choses 100% en alsacien. Londonspruch, il y a aussi des articles en bon français qui parlent des statistiques sur la dialectologie et tout ça, ou sur le bilinguisme. Voilà un petit peu les réponses que je peux donner. Merci. J'aurais bien voulu réagir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Vous m'entendez bien, oui. oui, oui. Alors, Marie-André Ourette, je travaille à la médiathèque de Bayonne sur le programme Bilketa pour la mise en valeur des fonds documentaires basques. Voilà. Ça ressemble un peu aux Alsatiques parce que ça correspond au domaine basque, plutôt du côté français, en langue basque, mais pas seulement. Voilà, dans toutes les langues qu'on voudra, mais dès lors que ça concerne le Pays Basque, voilà, dans toutes ses composantes. Voilà, donc d'abord, merci pour votre présentation, que je trouvais très intéressante, très complète, oui, oui, y compris avec toute la partie contextuelle hein, sur la situation linguistique, historique, etc. C'est très intéressant pour nous et très inspirant aussi parce que par rapport à ce qu'on fait au Pays Basque, côté français toujours, vous avez quand même beaucoup d'avance et une grande maturité ou maturation quand même de la réflexion concernant ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire avec un fonds régional comme celui-là. Et je dirais que voilà, ça m'a été utile à moi personnellement. On a commencé, nous, il y a une douzaine d'années, en fait, aussi à essayer de vouloir rassembler, mettre à la disposition du public tout ce qu'on avait concernant les fonds documentaires basques. Et j'avais assisté à une présentation, je crois que c'était ici d'ailleurs, qui avait été organisée par le CIRDOC sur les outils des bibliothèques numériques. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. J'avais présenté Wiketa et il y avait une présentation qui avait été faite de Denis Mistral. Et à l'époque où nous, on en était vraiment au balbutiement de notre réflexion sur, par exemple, ce qu'on devait numériser par rapport au corpus ancien, récent, etc., dans le domaine public, voilà, que nous aurions à numériser parce qu'on avait des budgets pour ça et il y avait une volonté.
En fait, le Mistral avait déjà commencé pas mal de temps auparavant. Il y avait déjà une politique qui était en place, un programme, un plan de numérisation. Et c'était abordé de manière assez, comment dire, assez systématique, assez méthodique, assez exhaustive. Et ça m'a permis d'y voir plus clair en fait sur ce qu'on pouvait numériser, voilà, quand on était face à un fonds local et aussi avec une composante linguistique comme ça importante. Et par exemple, des grands axes structurants, je ne sais pas si vous avez évoqué, mais c'est ce qu'on a repris aussi par rapport au fait de numériser tout ce qui est dans la langue. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait, on a appliqué ça bêtement et méchamment sur tout ce qui est en langue basque et qui n'est pas souvent la numériser, de façon à constituer un corpus aussi dans la langue, ce qui est demandé hein, par les chercheurs pour mettre en œuvre différents programmes de nature scientifique et linguistique. On a aussi numérisé tout ce qui faisait, tout ce qui avait à voir avec l'étude de la langue, qui, pour l'alsacien, enfin, et ses différents dialectes, pour le basque, ça a sans doute commencé il y a plusieurs siècles parfois, enfin, l'étude ou le commentaire, ou voilà. Par exemple, et puis ensuite la presse ancienne, etc. Donc, je ne sais pas, je voulais vous remercier parce que c'est quelque chose qui nous a inspiré, aidé, qui nous a été vraiment utile, hein, cette approche-là très méthodique. Et encore aujourd'hui, avec votre présentation, en fait, on se rejoint finalement hein, avec Vilkeda, ce n'est pas exactement la même chose que ce que vous faites avec la BNU. Nous, on n'est pas vraiment aussi, de manière aussi organique liée à un fonds documentaire physique, mais quand même, on se rejoint dans cette dimension-là, d'une part bibliographique, c'est-à-dire qu'on constitue une base bibliographique, donc ancienne et contemporaine, qui a en soi cette fonction-là, d'une part, et à côté, il y a une bibliothèque numérique. Voilà, ça semble peut-être évident, mais enfin, nous aussi, ça nous aide à voir ça comme deux aspects fondamentaux, structurants de l'offre de services qu'on fait au grand public. Alors, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de voir quelles sont vos perspectives d'avenir. Bon, on se rejoint très probablement, donc, enfin, vous avez parlé des compétences linguistiques et d'autres choses aussi. On se rejoint, je voudrais juste faire une remarque. Donc, on a fait il n'y a pas très longtemps un séminaire auquel Arnaud Dermy, ici présent, a pris part également. Un séminaire en fait qui a rassemblé les utilisateurs, les partenaires professionnels, scientifiques et aussi en lien avec le grand public, des enseignants, etc., de notre programme et de notre portail Vilkeda. Et la demande qui s'est fait jour de la part de ces interlocuteurs, c'est une demande de médiation. Médiation grand public, mais médiation sous toutes ses formes, hein, en fait, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de tous ces publics-là qui ont d'ailleurs des besoins et des usages un peu différenciés. Une médiation, y compris physique, hein, parfois, beaucoup de demandes d'exposition, parce que vous faites aussi, hein, mais voilà. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des fonds présents qui sont très importants, très anciens, très diversifiés, etc. Et que pour réellement mettre ça à la disposition de ces différents publics, il faut une médiation. Enfin, il faut une offre, un service de médiation. Voilà. Et donc, je ne sais pas quels moyens nous aurons pour y aller, mais c'est une compétence. En fait, nous, on est plutôt des bibliothécaires au départ, des gens qui traitons le document. En fait, il nous est demandé de développer cette compétence-là. Voilà. Et je crois que c'est comment dire, une perspective importante qu'on doit se donner. Je ne sais pas si c'est notre vocation, mais c'est peut-être notre destin que de faire en sorte de mettre à la disposition des publics les fonds dont on dispose finalement et qu'on doit voilà, communiquer, divulguer, etc. Voilà, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si... Et avec toutes les personnes présentes, bien sûr, je ne sais pas si ça peut vous être utile. Et enfin, sur les dons, parce que c'est une problématique qu'on a aussi, bien qu'elle ne soit pas spécialement liée aux langues, au fond, aux langues régionales. Hein, je pense que toutes les bibliothèques patrimoniales vivent avec ça. Mais c'est vrai que dès lors qu'on met à disposition, qu'on fait des efforts pour aller vers le public, enfin lui communiquer, etc., les dons arrivent un peu naturellement, en fait. Des personnes qui sont en possession de documents, que ce soit familial ou pour des tas de raisons, viennent vers vous pour dire ah ben, j'aimerais bien, moi, que ce que j'ai entre les mains soit conservé, soit traité et ensuite mis à la disposition du public. Voilà, donc on se retrouve avec ça, qu'on sache faire ou pas.
Et on a dû de notre côté mettre en place, enfin je rédige moi à la main de manière tout à fait, enfin c'est du bricolage, des documents qu'on partage en fait avec des personnes qui voudraient donner, ne serait-ce que pour, comment dire, faire émerger le souhait de la famille, par exemple, de manière à ce qu'on s'appuie sur des termes juridiques assez précis en termes de reproduction, en termes de je ne sais plus quel est le terme juridique, mais enfin, ça recouvre la divulgation, la communication, etc. Vous avez parlé vous-même de convention, donc on se retrouve aussi à rédiger, bricoler, suivant la situation dans laquelle on se trouve, des conventions qui soient adaptées. Bon, voilà, je me retrouve même, on travaille avec l'université de Reno dans le Nevada sur des fonds de familles de Basques qui ont émigré en Amérique du Nord, en l'occurrence. Et donc, il faut qu'on rédige des documents qui soient conformes au droit américain comme au droit français. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Mais voilà, donc on construit donc des documents qui nous servent ensuite à aller jusqu'au bout de la démarche, hein, de don, de dépôt, ou de numérisation, etc. Et il me semble qu'au sein du réseau, peut-être, si c'est utile, il pourrait être intéressant de mettre en partage ce genre de documents. Voilà. Oui, 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 c'est exactement ce que je pensais aussi. On doit avoir des choses qui se rejoignent, des problématiques qui se rejoignent tout à fait, pas seulement à cause des langues, mais à cause voilà, de cet accueil de dons, de choses qui appartiennent à des patrimoines un petit peu éloignés parfois. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des réactions? Ce serait bien que la parole un peu circule entre nous, déjà parce que ça nous permettra de mieux nous connaître, hein, et de poursuivre l'échange. N'hésitez pas. Alors, il se trouve là que nous sommes plusieurs, nous, sur le site de Béziers, ça nous donne un peu d'aisance pour prendre la parole, mais euh, allez-y. Oui, alors moi, je veux bien continuer un peu sur la question de la médiation. Donc, moi, Delphine Lebras, je travaille pour TESS, qui est un centre de production de ressources pédagogiques, avec aussi une diffusion auprès des enseignants. Et c'est vrai que pour nous, l'important aujourd'hui, c'est de voir comment on peut, sur un portail Bretagne, hein? numérique, oui, Bretagne, oui, pardon. Voilà, merci. Comment on peut, sur un portail numérique à destination des enseignants et des élèves, valoriser des ressources de manière très précise. Un article d'un périodique, un podcast issu d'une radio, un extrait d'un film. Et donc là, on est avec un prestataire, hein, pour faire ce portail qui doit sortir avant l'été. Mais c'est vrai qu'on se pose un tas de questions, presque de bibliothécaires, alors que ce n'est pas notre corps de métier, hein. Nous, on a tous des profils plutôt de techniciens édition. Mais ça vraiment avec un lien à ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de médiation aussi des collections pour faire une sélection précise que l'on adresse à un public vraiment défini. Parce que sinon, nous, on a des retours de la communauté enseignante, y compris sur notre ancien site, on n'arrive pas à trouver ce qu'on cherche, on ne sait pas trop. Enfin, il y a plein de choses, mais on peut être perdu. Donc nous, là, on est vraiment dans une démarche d'augmenter la médiation numérique avec un portail dédié et des outils type newsletter. Ben après, ça prend du temps, c'est tout ça. Et aussi médiation un peu physique avec des présentations physiques des portails. Voilà. Et sinon, Je voudrais réagir à votre questionnement. Arnaud Dermy, BNF, coopération régionale. C'est un sujet sur lequel on s'est également interrogé concernant le patrimoine littéraire, à savoir la difficulté, parce que le matériau, il commence à être massivement disponible en ligne. Malheureusement, il est noyé dans une masse d'éléments qui ne nous permettent pas de le mobiliser facilement. Et on s'était interrogé donc sur les patrimoines littéraires et autour des patrimoines littéraires sur la pertinence de constituer des ateliers auprès des personnes qui réalisent cette médiation, des ateliers de navigation et de recherche, notamment dans Gallica. Est-ce que c'est, sur le principe, quelque chose qui vous intéresserait? bah, oui, enfin, alors nous, on est vraiment sur la langue bretonne, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'organiser pour voilà, même les enseignants des ateliers pratiques pour qu'ils puissent se servir des ressources disponibles sur les différents portails.
Donc là, Est-ce que vous pensez qu'une opération de ce genre, dans laquelle on pourrait, par le jeu de questions-réponses et d'exercices sur le vif, hein, vraiment sur le vif, à partir de questions, de points documentaires qui vous intéressent, est-ce qu'une telle opération pourrait être envisageable et à court terme? Moi, je passe vous voir et puis vous réunissez une communauté de médiateurs autour du breton, par exemple, et puis on voit ce qu'on peut mobiliser dans Gallica et par quel chemin on peut le mobiliser. Sachant que Gallica, sur les langues de France, commence à avoir une importance considérable. J'en parlais tout à l'heure, sur le Corse, on est maintenant la principale base de données. Le breton va y travailler. L'alsacien, via le travail qu'on a avec la BNU depuis plus de 10 ans, nous avons aussi un seuil critique conséquent. Donc voilà, on a des matériaux. Reste à savoir effectivement comment orienter le public et les professionnels dans cette masse documentaire. moi, ça me semblerait vraiment intéressant, hein. C'est ce sur quoi on essaye de travailler à plus petite échelle avec juste les ressources pour lesquelles nous, on a des droits de diffusion. Et on se rend compte qu'il y a déjà ce besoin. Après, si on peut mutualiser, en effet, pour une présentation des différents catalogues avec des réponses très pratiques, pour les enseignants, nous, c'est l'entrée programme, en fait. Sur quelle période de l'année on pourrait organiser ça? Mais prenons contact après cette Oui. journée, hein, et puis je suis à votre disposition sur un site, par Brest-Touraine ou ailleurs, hein, pour rencontrer les professionnels. Et c'est bien sûr une proposition que je formule à l'ensemble des espaces linguistiques présents, comme je l'ai fait à Bastia il y a quelques temps.